Bonjour très chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Je vais bien également, nous allons tous bien ici au plateau. J'espère que votre nuit, elle a été très belle. Je parie qu'elle l'a été, j'espère que la journée d'hier également, parce qu'on a commencé avec un lundi rose. Aujourd'hui, c'est le mardi rose, vous voyez. Nous sommes là encore une fois pour 1h30 minutes d'intimité avec vous. 1h30 minutes de délices, 1h30 minutes de moments ineffables. Restez surtout branchés, nous revenons après l'internet pour commencer les choses les plus délicieuses de la journée. On revient. La rosée matinale, l'univers du savoir. Rosée matinale, l'univers du savoir. Alors, nous sommes de retour sur le plateau de la Rosée matinale. Comme nous vous l'avions dit hier, c'est une nouvelle émission. La Rosée matinale, nous sommes là pour arroser vos matinées d'informations, de distractions, de divertissements et bien d'autres choses encore. Je suis avec les charmantes personnes qui ont été avec moi hier. Ce sera la même équipe, ce sera la même génération. Et ce sera pour rendre vos journées meilleures. Alors, aujourd'hui, tout comme hier, je crois que je vais commencer par demander à mes gens ce qu'ils ont pris comme petit-déj, pour ceux qui en ont pris, bien sûr. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. Super bien. Alors là, j'ai Shadia, la Miss Météo, Deadlax, le monsieur Noir, aujourd'hui. Bénédicte, tu vas bien? Oui, je vais bien, Régina. Réwena, comment tu vas? Je vais bien également. D'accord, je vais bien, merci. J'ai une bonne santé mentale aujourd'hui. Alors, petit-déj. Moi aussi, j'ai une bonne santé mentale aujourd'hui, justement, parce que j'ai mangé avant de venir. Waouh, ça me donne. Ah, toi, tu aimes te mettre en forme. Dis-moi, qu'est-ce que tu as pris aujourd'hui? Oh, j'ai pris un shawarma avec du jus. Ce matin. Waouh. C'est pour ça que je suis plus en forme qu'hier. Waouh. Genre, shawarma. Deadlax. Ouais. Hier, tu me disais que toi, tu aurais préféré une bonne pâte d'hier. Aujourd'hui, là, il y a la go à côté qui te dit qu'elle a pris du shawarma ce matin. Ben, ça ne me surprend pas. Ça me surprend pas. D'abord, bonjour à vous. Je passe mon bonjour aux téléspectateurs. J'espère que vous portez bien. On se porte très bien ce matin, comme vous le voyez. C'est tout relax, tout est permis. C'est mardi. Hein. Mardi, c'est tout est permis. Quoi. D'ailleurs, tout me est permis tout le long de la semaine, voilà, de lundi. Donc, à vendredi. Pour ceux qui me suivent depuis Niger, Mali, Abidjan, Congo, à l'extérieur du pays, ici c'est 228, c'est Togo. Comment est-ce que vous prenez votre petit déjeuner? Moi, le prends, en tout cas, moi je le prends pour répondre à ta question. Je le prends à l'africaine, d'accord, ou à la togolaise. Oui, comme d'habitude. Mais tu sais, par moment, si vous laissez encore la pâte d'hier devenir la pâte d'avant-hier, d'accord, avec la sauce, ouais. Très sérieux, avec la sauce d'adémin qui reste à froid, d'accord, on la réchauffe pas, et puis vous la mangez. Qui a déjà... Non, mais d'être là, il est carrément... C'est une personne atypique. Je te dis. Ou carrément, vous prenez la bouillie d'acassa, d'accord, et vous la laissez refroidir 2 jours après, vous mettez du glaçon, ce qui fait un peu comme un pain glacé. Ah, t'es en train de me faire marcher, Deadlax. Je pense que je vais... T'es en train de me faire marcher. Si tu te mets avec une femme qui te présente ça tous les matins, je suis sûre que vous allez commencer par vous disputer. Non, mais en tout cas, je ne suis pas surpris qu'elle prenne du shawarma du jus ce matin. À la, comment dire, c'est tout carrément à la Bénédicte, non? À la Bénédicte. Je la connais bien. À la Bénédicte. Alors, effectivement, je ne suis pas étonnée parce que hier, elle disait qu'elle prenait du lourd le matin. Donc, du shawarma, com, c'est du rien. animal ou des trucs comme ça. Quoi. Ça, c'est du Et non, léger. je me demande justement, c'est du comme léger. une entrée avant de partir aux bonnes choses après l'émission. Ça ne me surprend pas du tout. Donc après l'émission, qu'est-ce qu'on prend déjà? Comme Aïmolou, la pâte, Bon, du riz gras, on verra bien. on verra bien. L'inspiration parlera. Ce sera selon l'inspiration. Waouh. Alors, ton shawarma, c'était chauffé au four. Au micro-ondes. Waouh.
Et ça, c'est pour les personnes les plus aisées C'est pas les du nous. pays. C'est pas les nous. C'est arrivé là-bas. C'est arrivé là-bas. Alors, Shadia, dis-nous, tu as pris quoi aujourd'hui? Alors moi, j'aime manger assez diversifié. Pour ceux qui ne savent pas, je suis une fan de cuisine. J'adore la cuisine. Wow. Ce matin, je me suis faite hier une tarte aux pommes et j'ai mangé la tarte aux pommes avec du jus de citron. Ce matin. Et Oui, depuis ce là, matin. on est là, tu n'as pas dit. Donc, justement, La ça prochaine devient... fois, je vous inviterai un week-end pour goûter un peu de mes délices. Pourquoi tu ne proposerais pas plutôt de Ça nous sera- gérer ça donne nos un peu petits déj ici? Ça sera Le week-end, c'est Ça un sera peu trop long. Donne la date, Le s'il te week-end plaît. prochain. le week-end prochain, Wow. d'accord, c'est noté. Notez également, Non, chers mais téléspectateurs, le week-end L'invité prochain. spécial sera Régina. Je ferai un plat rien que pour toi. Je suis honorée. Moi, être jalouse. Moi aussi. Je suis jalouse. Attends, C'est bien arrêtez, de savoir arrêtez, que dans mais... l'équipe, il y a des gens qui touchent un peu à la gastronomie. Oui, je trouve Maintenant, qu'il je est crois très que- important de faire la cuisine, surtout pour une femme qui est censée se marier. Faire la cuisine, c'est le plus important. On dit que Voilà, un mais- homme est toujours attiré par la cuisine. Voilà. N'est-ce mais- pas? Pas seulement par la cuisine, hein, je précise. Régina, Alors, Rowena, qu'est-ce que tu as pris ce matin? Non, ce matin, il est très tôt. Je n'ai rien pris. Rien pris. Peut-être l'axe non plus. Moi, je n'ai rien pris ce matin. Je vois un peu les cakes qu'on a sur le plateau. Justement, j'allais en Vous parler. voyez un peu? C'est la routine. On vous met l'eau à la bouche à la maison. Vous pouvez savourer, souffrir un peu de nos cakes. Et bon On vous appétit à invite, vous si mais- vous mangez. Nous sommes très Sinon, gâtés bon, sur voilà. ce plateau. Hein. Toi, tu n'es pas gâté parce que c'est pas ton truc. Ce n'est pas du animal, ce n'est pas du corps. Non, mais je peux faire avec. N'est-ce pas? Mais Déjà, toi, tu as après pris- un beau charama, c'est que c'est bien. Alors, très chers téléspectateurs, voilà un tout petit peu. Moi, je n'ai rien pris aujourd'hui, mais je n'ai pas encore pris quelque chose. Là, j'ai des cakes. Ils ont des cakes également et je pense qu'on va bientôt commencer le petit déj. Je vous souhaite une très bonne dégustation. Revenons après l'intermède pour parler de quelque chose de super intéressant avec une dame très sublime. La Rosée matinale, l'univers du savoir. Rosée matinale, l'univers du savoir. De retour, très chers téléspectateurs, sur le plateau de la Rosée matinale, nous ne le dirons jamais assez, la santé, ça prime surtout. Et c'est pour ça que la rubrique dédiée à la santé rose est présentée par une personne qui en sait quelque chose. Bonjour, Rowena. Bonjour Régina, comment vas-tu ce Je vais matin? très bien, merci. Et toi? Je vais bien également. Chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien également, que vous êtes bien réveillés. Vous pétez la forme, j'espère. Et vous, chers collègues? j'espère Moi, je que vais ça bien. va également. Moi, je vais très bien et j'ai une très bonne santé mentale. Merci de me le rappeler. Waouh. Alors, très chers téléspectateurs, comme nous vous le disions hier, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est celle qui va présenter la santé rose, la rubrique santé rose, dans cette nouvelle aventure que nous commençons avec vous. Alors, Rowena, tu vas présenter la santé rose. Et tu nous disais hier que la santé rose sera typiquement composée de La santé mentale. la santé mentale. Tu ne parleras que de la santé mentale parce que c'est un aspect de la chose qui est souvent négligé, c'est ça? Oui. Alors, aujourd'hui, je pense que tu vas rester dans le même sillage, mais en nous parlant d'autres choses. Elle va peut-être nous parler de quelque chose de plus spécifique, on ne sait jamais. Elle aime surprendre les autres. Alors, bonjour Rowena. Bonjour Régina, j'espère que, comme tu le disais, hein, tu as une bonne santé mentale ce matin. Exactement. Ok. Aujourd'hui, nous allons parler d'un trouble qui touche 300 millions de personnes dans le monde et qui est la première cause du suicide. Alors, très chers téléspectateurs, nous allons revenir tout à l'heure pour aller dans les détails, en fait. Voilà. Surprise. Surprise. Elle refuse de dévoiler ce dont elle veut parler. Je ne vais pas insister. Je vous demande de revenir après l'intermède. Restez surtout branchés, bien assis. Préparez-vous, vous pouvez avoir un calepin, un stylo pour prendre note. C'est super intéressant. Elle a l'habitude d'éclairer la lanterne des autres. Alors, à tout à l'heure. La Rosée matinale, l'univers du savoir.
Rosée Matinale, l'univers du savoir. Bon, rebonjour très chers téléspectateurs. Nous précisons que nous sommes en direct sur la RTDS, le 261 du canal. Et nous allons commencer par parler de quelque chose de très intéressant, comme nous le disions depuis il y a de cela quelques secondes, avec la charmante dame à ma gauche. Rewena, tu nous parlais tout de suite d'une surprise. Je ne sais pas ce que c'est, mais je te laisse dévoiler. Ok. Comme je le disais tout à l'heure, la santé, vous savez, la santé mentale est le domaine le plus négligé de la santé publique. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un trouble qui touche 300 millions de personnes dans le monde et qui est la première cause du suicide. Et également, ce trouble touche beaucoup plus les femmes que les hommes. Donc, dans la vie, nous faisons tous face à des difficultés, des épreuves. Vous savez, la souffrance est propre à l'existence humaine. Du coup, face à certaines épreuves, à certaines difficultés de la vie, nous ne sommes pas égaux. Vous voyez, nous ne sommes pas égaux. Nous n'avons pas les mêmes aptitudes non plus. Effectivement, tu as raison. Comme on le dit, à chacun sa croix. Donc, quand nous traversons ces épreuves, il est difficile pour certaines personnes de s'adapter à la réalité. Et c'est en ce moment qu'il y a une maladie qui nous guette. Cette maladie, c'est la dépression. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la dépression. Nous allons parler de la dépression. Le décor est planté. Vous en savez quelque chose? Honneur aux dames. Bon, moi, je sais que la dépression, c'est quand tu souffres de quelque chose dans ta vie. Par exemple, il y a la dépression sentimentale. Chez nous, au Burkina, on appelle ça goumin. En Côte d'Ivoire aussi, je crois. Oui. Il n'y a pas seulement la dépression sentimentale, il y a également la dépression due au fait qu'on n'obtienne pas un truc qu'on veut ou quelque chose comme ça. Je crois qu'il y a également la dépression due à l'échec. Oui. Donc, les facteurs de risque, les facteurs qui causent la dépression sont diversifiés. Ouais. Donc, du coup, la dépression, c'est un trouble psychologique, un dérèglement chimique du cerveau et d'un déséquilibre entre les neurotransmetteurs qui sont responsables de nos émotions et de nos humeurs. Donc, comme je le disais, en fait, c'est une baisse durable de l'humeur qui contraste avec l'état et le fonctionnement habituel d'une personne. Voilà. Vous savez, en psychologie, nous avons notre Bible, qui est la CIM-10, la classification internationale des maladies. Classification internationale des maladies. Voilà. Jamais connu une autre en même temps. Hein. Là, je viens d'apprendre un nouveau On va truc. dormir moins. La classification Internationale oui. des maladies. La CIM. Oui, la CIM. Donc, selon la CIM-10, il y a 3 critères, 3 symptômes que les personnes doivent développer avant de dire que cette personne souffre de la dépression. Donc, il y a la tristesse profonde. Quand vous voyez la tristesse profonde chez une personne, c'est une tristesse envahissante. La personne est comme dans un trou noir. La personne pleure du matin jusqu'au soir, du soir jusqu'au matin. Une tristesse profonde. Quand il y a une réduction de l'énergie, la personne est fatiguée toute la journée. La personne est fatiguée et également il y a une diminution de l'intérêt. Donc, comme je le dis, les trois critères sont fondamentaux. Donc, avant de dire que cette personne souffre d'une dépression, il faudrait qu'il y ait au moins deux de ces critères. C'est vrai que la dépression est accompagnée de critères secondaires, je vais en venir tout à l'heure, mais il faudrait déjà avoir 2 de ces critères. Peut-être la personne peut avoir une réduction de l'énergie, une fatigue et une diminution de l'intérêt, sans toutefois ressentir la tristesse. Soit la personne a une tristesse et une diminution de l'énergie, sans avoir une diminution de l'intérêt. Vous voyez un peu. C'est assez compliqué à capter. Je disais, il y a trois critères. La tristesse profonde, la diminution de l'intérêt et la réduction de l'énergie, la fatigue extrême. Donc en gros, c'est que parmi les 3, il doit y avoir 2. Au moins 2 quand vous posez le diagnostic, il faudrait qu'il y ait 2 de ces critères pour dire que cette personne souffre de la dépression. Donc les critères secondaires, par exemple, nous avons la perte du poids significatif,
le sentiment de dévalorisation, accompagné d'une culpabilité extrême. La personne se culpabilise à un point. Il y a l'irritabilité, les difficultés de concentration. La personne n'arrive même pas à comprendre une publicité. La publicité, la personne n'arrive plus à suivre un film. La personne n'arrive plus à lire un livre. À manger. C'est très, très important pour toi. C'est ce qu'elle sait faire le mieux, du coup. Il y a des troubles du sommeil, un ralentissement psychomoteur. Voilà. Ralentissement psychomoteur. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est genre la personne n'arrive pas à parler, il y a une fatigue extrême, de ralentissement des membres. Voilà. Et qu'est-ce La que personne devient lente. Oui. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu avais remarqué que l'un de tes proches avait tous ces symptômes? Déjà, est-ce que c'est possible d'avoir tous ces symptômes? C'est une question. Ça dépend de la personne, je me dis. Parce qu'il y a des gens qui souffrent beaucoup, d'autres vivent le mal autrement. Oui. Donc, j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce que toi, tu ferais. Par exemple, si tu avais remarqué que l'un de tes proches allait mal, ne mangeait plus, était triste. Parce qu'il y a certaines personnes aussi qui arrivent bien à cacher leur mal. Tu as raison. En fait, il y a 3 types de dépression. Elle est parfois légère, modérée et sévère. Donc, quand elle est sévère, c'est en ce moment vous voyez que la personne, tous les critères, les symptômes sont visibles, assez visibles chez la personne. Et il y a une incapacité. La personne n'arrive même pas à se doucher, à prendre soin de son corps. Et il y avait une dame, elle disait l'objectif qu'elle se fixait dans la journée, c'était de descendre et aller acheter quelque chose dans la boutique. Mais ce n'est pas tous les jours qu'elle arrivait même à atteindre cet objectif. Elle ne se douchait plus, elle ne prenait plus soin d'elle, elle ne mangeait plus. Donc, c'est la dépression sévère. La dépression légère, la personne souffre, mais elle continue quand même par faire ses activités professionnelles et sociales, prendre soin de sa famille et tout ça. Et la dépression est modérée. Il y a un peu de tous les symptômes, mais il y a quand même une difficulté, il y a toujours une difficulté d'adaptabilité de la personne. Donc voilà, tout dépend de la sévérité de la dépression. Mais aussi, selon la CIM-10, il faut qu'il y ait ces symptômes pendant 15 jours. Les 15 derniers jours, si la personne présente ces derniers symptômes, vous pouvez dire que cette personne souffre de la dépression. Et lorsque la personne est arrivée au seuil de la comme tu dis, dépression sévère, oui. Quand ce seuil a été dépassé, est-ce que tu penses que la personne puisse être sauvée? Oui, c'est en ce moment qu'on les hospitalise. On les hospitalise et parfois même on les admet les électrochocs. Voilà, les électrochocs. Donc c'est une provocation de l'épilepsie pendant 30 secondes, 1 minute comme ça. Et pour que les neurones, puisque il y a un déséquilibre au niveau des neurones. Du coup, quand on provoque les neurones comme ça, il y a une croissance. Voilà, la personne arrive... C'est un traitement parmi tant d'autres. Oui, c'est un traitement. Et c'est seulement pratiqué par les psychiatres. C'est seulement pratiqué par les psychiatres. C'est à l'extrême, en fait. C'est la dépression sévère où, quand il y a vraiment urgence. Quand il y a vraiment urgence vitale. Alors là, je me dis que c'est le moment pour nos très chers téléspectateurs d'ouvrir les yeux et de voir si dans leur entourage, il n'y a pas quelqu'un qui depuis 15 jours, c'est 15 jours, oui. C'est ça, qui depuis 15 jours ou peut-être une semaine, on ne sait jamais, ne souffre pas de ce genre de problème, ne présente pas ce genre de symptômes. C'est très important. Oui, c'est très important. En fait, vous savez, par exemple, pendant une semaine, vous pouvez dire « Non, moi, je ne me sens pas bien, je suis triste. » Mais ça ne veut pas vraiment dire que c'est la dépression. Il faut 15 jours d'affilée pour pouvoir déterminer, pour pouvoir, s'il y a tous les symptômes, parce que la personne peut avoir une tristesse profonde sans être irritable et très fatiguée. Donc là, il n'y a qu'un seul critère. Donc, vous ne pouvez pas dire que cette personne souffre de la dépression. Donc, chers téléspectateurs, n'allez pas faire un diagnostic sauvage. Diagnostic sauvage. Oui, un diagnostic sauvage. Wow. Donc, si vous remarquez que dans votre entourage, il y a une personne qui souffre, vous avez remarqué ces différents symptômes chez une personne, si vous voyez que vous ne pouvez pas l'aider, vous pouvez le référer à un psychologue, à un médecin spécialiste. Voilà. Et, comment dirais-je,
il y a la dépression, ça ne dépend pas forcément de la personnalité de la personne. Vous pouvez voir une personne qui est très active, sportive, très, très sociale, et puis un jour, vous apprenez que cette personne a la dépression. D'habitude, on pense que la personne qui a la dépression est une personne qui est réservée, la personne qui est tout le temps dans son coin, alors que ce n'est pas le cas. Tout le monde, à tout âge, on peut être déprimé. Vous voyez, à tout âge, on peut être déprimé. Et comme je le disais, la dépression est la première cause du suicide. Ceux qui ont la dépression sévère, au moins 15% de ceux qui ont la dépression sévère se suicident. Vous voyez que c'est vraiment alarmant. Et donc, est-ce qu'il y a une tranche d'âge pour dire, par exemple, que c'est... Bon, est-ce qu'il est possible de dire que de tel âge à tel âge, vous êtes susceptible de vite déprimer? Oui, selon la classification. La tranche d'âge, c'est de 20 à 40 ou à 50. 20 à 40 ans, 20 à 50 ans. Mais vous allez constater que c'est plus les femmes, comme je le disais, la dépression touche plus les femmes que les hommes. Mais à partir de 50 ans, il y a plus de femmes que d'hommes. Je ne sais pas si c'est à cause de la ménopause. On sait que si à partir de 20 ans, on rentre dans la vie active, les déceptions, la perte d'un travail, le deuil, tout ça. Donc, la tranche d'âge, c'est entre 20. Tout le monde peut avoir la dépression. Il n'y a pas d'âge spécifique. Tout le monde peut avoir la dépression. Mais ceux qui sont le plus affectés, ce sont ceux qui sont âgés de 20 à 40 ou à 50 ans. À partir de 50 ans, c'est beaucoup plus les hommes que les femmes. À partir de 20 ans, c'est beaucoup plus les femmes que les hommes. Oui. Bon, tout compte fait, ce sont les femmes qui sont plus touchées. Donc, généralement. Et quand une personne est déprimée, souvent on stigmatise la personne. On lui dit, toi, allez, lève-toi, bouge-toi. Pourquoi tu es comme ça? On pense que la personne est paresseuse. Alors que ce n'est pas le cas. Si la personne souffre, la personne est dans un trou noir. La personne, c'est un état où la personne se dévalorise complètement. L'estime de soi n'y est plus. Du coup, il faut vraiment faire attention. La personne pense qu'elle ne vaut rien. Et quand tu viens par exemple, et moi je suis là, et puis je dis, oh, je ne vaux rien, oh, je suis triste, oh, quelle journée encore, oh Seigneur. Genre, la personne est dans un trou noir, la personne ne pense qu'à sa souffrance. Et toi, tu viens, et puis tu me dis, oh, Rewena, lève-toi, Rewena, bouge. Pourquoi tu es comme ça? Allez, bouge, non, arrête, Rewena. Du coup, tu viens confirmer ce que je pense. Je me dis, ah, de toute façon, je suis nulle. Regina vient de confirmer, je suis nulle. Vous voyez? Donc la personne se dévalorise à un tel point que la confiance n'y est plus, l'estime de soi n'y est plus également. C'est vraiment déplorant et alarmant. Je ne sais pas si dans votre entourage, vous avez déjà fait face à une personne comme ça. Moi, justement, j'allais même te demander, entre parenthèses, s'il y a une possibilité d'arriver à convaincre les personnes qui se mésestiment. En fait, c'est des personnes magnifiques, c'est des créatures de Dieu, c'est des personnes... Tu vois un tout petit peu ce que je veux dire? Parce que ce n'est pas très évident. Je connais des personnes qui ne dépriment pas forcément, mais qui se mésestiment tellement. Tu te poses des questions, tu te demandes ce qu'elles ont entendu ou ce qu'elles ont vécu pour être à ce point-là, à un niveau où elles se disent « Moi, je ne vaux rien, je ne suis pas belle, je ne suis pas une bonne personne. » Est-ce qu'il y a possibilité de gérer ça? Oui, en fait, si par exemple, dès l'enfance, ou soit suite à un événement où la personne a accepté qu'elle ne vaut rien. Mais si c'est dans l'enfance, les paroles défavorisantes, tu es nul, tu ne vaux rien, tu ne peux rien faire, regarde, même tu as échoué à l'école. Genre, des paroles qui ne valorisent pas l'enfant. Du coup, qui n'encouragent pas. Vous voyez? Et l'enfant, bon. Et c'est ancré dans sa psychologie. Parce qu'on dit, la foi vient de ce qu'on attend. Donc, du coup, quand tu crois que, tout ce que tu entends, tu y crois. Tu avales, tu crois et voilà. tu fais mal parti.
c'est Ce qui veut dire que déjà les parents doivent faire attention à ce qu'ils disent à leurs enfants. Très, 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 très important. Mais je me dis que c'est pas forcément les parents. Souvent, ça vient de l'entourage. Souvent, par exemple, tes amis vont te dire « Ah, tu es grosse. Ah, ton visage est comme ci, ton visage est comme ça. » Donc, tu commences à écouter ce que les gens te disent. Et généralement, c'est les parents qui te poussent vers l'avant, surtout la mère. Parce que je trouve que les mamans, la mère, il y a vraiment l'importance de la mère. La mère conseille son enfant, elle le pousse vers l'avant, elle va te dire, n'écoute pas ce que les gens vont te dire. Elle va te dire, fais ci, fais ça, elle te donne des conseils pour améliorer ta vie. Donc, chers téléspectateurs, tout le monde, je conseille à tout le monde d'écouter les conseils de vos mères et de vous prendre en main et de ne pas écouter ce que votre entourage va vous dire. Très important. Cela veut dire donc, à t'entendre, cela veut dire que même lorsque dehors, on dévalorise quelqu'un, ses parents peuvent toujours le ramener à un bon niveau. C'est justement leur rôle d'ailleurs. Vous savez, bon, je ne te coupe pas la parole. Vous savez, moi je me dis que déjà il faut donner cette sonnette, l'alarme là. Quand on parle de dépression, on a tendance à penser, c'est-à-dire l'Africain, d'accord, d'une certaine manière, a tendance à penser que c'est une maladie des Blancs. Ça c'est communément, c'est notre idée en réalité. On pense que l'Africain est assez fort mentalement ou émotionnellement pour ne pas peut-être basculer quand il s'agit d'émotions et tout. Or, en réalité, ce n'est même pas ça. On est des humains. Tout le monde traverse d'une certaine manière un moment de dépression dans sa vie. Voilà, les statistiques disent que les femmes sont beaucoup plus touchées que les hommes. Et ça, c'est une évidence. Mais comment arriver, ou comment je sais pas moi, arriver donc à surmonter plutôt cet état de fait-là, et pour ne pas écouter les gens, quand les gens vous disent, écoute, voilà, tu n'es pas comme ci, tu n'es pas comme ça, avoir cette estime-là de soi, parce qu'arrivé à un certain moment, il faut avoir de l'ego. Il faut avoir confiance en soi. Ouais, je le dis, hein, il faut avoir de l'ego. Il faut avoir de l'ego, il faut avoir de la confiance en soi. Il ne faut pas toujours écouter les gens quand ils sont en train de vous décourager ou je sais pas moi, de vous sous-estimer en réalité. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est le rôle d'ailleurs des parents, à un certain moment, de pouvoir encourager leurs enfants. Même si vous savez que votre enfant, il a un défaut dans tel ou tel cas, telle situation, encouragez-le. Dites-lui, ça va s'arranger, je sais mon fils, je sais ma fille que voilà, tu peux le faire et tout. Encouragez la personne. D'aucuns pensent que c'est à rien, mais en fait c'est des paroles qu'on entend qui agissent en fait sur notre psychologie. Ça, c'est très important. Que tout part de la psychologie. Tout part de la psychologie. Et c'est très important dans ce genre de situation. Très important. Oui, très important. Pas forcément les parents, si par exemple la personne elle est orpheline. Donc, toute figure... Son entourage immédiat. Oui, toute figure parentale que la personne a. Les parents, vous avez la responsabilité de valoriser vos enfants, encouragez-les, s'il vous plaît. Même si l'enfant fait des bêtises, même si l'enfant échoue à l'école, dites-lui qu'il peut le faire. Discutez avec l'enfant. C'est votre enfant, c'est votre fils, mais c'est votre fille, c'est votre bien-aimé, la chair de votre chair en fait. Donc, c'est profond. Hein. Oui, c'est très profond. Il y a certaines personnes qui pensent que l'échec, c'est une fin en soi. Oui. Quand tu échoues, on te juge, on te dit, voilà, tu n'es pas intelligent et tout. Alors que l'échec, ça arrive à tout le monde. C'est pas ceux qui sont... Si tu échoues, ça ne veut pas dire que tu n'es pas intelligent ou quoi que ce soit. Mais l'échec, ça arrive à tout le monde. Du coup, il ne faudrait pas juger les gens parce qu'ils ont échoué ou quoi que ce soit. Il faudrait nous encourager. L'échec, je pense même que l'échec est important dans la vie de toute personne. Parce que pour les personnes qui n'ont jamais échoué, le jour où elles échouent... en réalité, il y a des gens qui pensent que ce genre de choses, c'est des fatalités. Je suis obèse, c'est une fatalité. J'ai échoué, c'est une fatalité. Et la personne part directement en dépression. Quand vous remarquez que vous avez un défaut et que tout le monde en parle, c'est fini. Vous pensez que c'est une fatalité, c'est irréversible d'une certaine manière. Et là, vous êtes bloqué mentalement. Vous avez ce blocage-là et vous ne voulez même plus avancer parce que vous vous dites, bon, de toutes les façons, je suis comme ça ou j'ai échoué. Et ça ne sert à rien de pouvoir faire des efforts. En fait, c'est l'acceptation, la limitation de soi. Tu te limites, tu te dis, moi, je ne vaux rien, moi, je ne peux rien faire. Peut-être c'est dû soit à un échec vécu personnellement, ou soit c'est à cause des paroles dévalorisantes que tu fais. Mais aussi, nous pensons souvent que c'est juste les événements négatifs qui amènent la dépression. Il y a des événements heureux. Par exemple, une personne qui a reçu une promotion au travail. La personne se met la pression. La personne veut être au taquet. La personne
Ne veut pas décevoir. Voilà, la personne ne veut pas décevoir. La personne veut être parfaite. Et du coup, cette pression qu'elle se met fait en sorte qu'elle peut tomber aussi dans la dépression. Oui, c'est très... ça, je viens de l'apprendre. Dans ma tête, en fait, la dépression, ça part seulement des choses négatives. Non, parce que je ne comprends pas vraiment comment est-ce qu'une personne qui a reçu une promotion va déprimer. C'est vraiment choquant. Oui, c'est ça, la dépression est très subtile. En fait, c'est une maladie invisible qui se cache derrière les mots, les maladies physiques. Par exemple, il y a un homme qui a fait la dépression pendant 10 ans sans le savoir. Et oui, la personne était déprimée pendant 10 ans. La personne était déprimée pendant 10 ans sans le savoir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et cette personne, par exemple, elle avait des maux de dos, des maux de reins, des maux de tête. Et pour lui, c'était normal. Pour lui, c'était tout à fait normal. En fait, mais c'est lors d'une psychothérapie, d'une conférence comme ça. Et il s'est vu que non. Là, je suis en train de souffrir. C'est un mal que j'ai. Et c'est vraiment très, très, très subtil de pouvoir détecter cela. D'autant plus que la personne n'a pas vécu un événement si traumatisant. Oui. Parce qu'on pense souvent que c'est suite à un événement traumatisant qu'on est déprimé. Quand je dis événement traumatisant, le deuil, bien, tout comme ça. Alors que selon ce monsieur, quand il était au cours primaire, c'est une accumulation de stress, mais quand il était au cours primaire, il avait, lors de, comment dirais-je, vous savez, les professeurs, parfois, ils font une description de notre personnalité. Oui. Toi, Regina, tu es tandani, nanana, Bénédicte, tu es comme ça, Détlas, tu es comme ci. Et puis, le professeur qui arrive au niveau de Shadia, et puis le professeur dit, bon, Shadia, je n'ai rien à te dire. Waouh. Et ce monsieur a très mal vécu cela. Vous voyez, Je n'ai rien à te dire, mais ça dit tout. Ça dit tout. Absolument tout. Ça dit tout. Il n'y a même rien à dire sur toi. Quoi. Tellement le monsieur a mal vécu cette expérience qu'il ne savait pas que c'est tellement subtil qu'il faut vraiment faire attention. C'est pas seulement un événement heureux. Même la naissance, comme je le disais, il y a la naissance d'un enfant peut amener la dépression. Pourtant, la naissance d'un enfant, c'est un événement heureux. Donc, je ne comprends pas comment est-ce Oui, mais bon, c'est la vie en fait. C'est la capacité d'adaptabilité de tout chacun. Nous ne sommes pas égaux et... Nous n'avons pas les mêmes adaptabilités. La naissance d'un enfant va engendrer une dépression. Oui, c'est ce que je disais. Par exemple, l'accouchement peut être difficile. Donc, le seul fait d'avoir tellement souffert... Ou aussi, dans le cas où je voulais avoir une fille, par exemple, et puis j'ai un garçon. Oui, il y a ça aussi. Alors, avant de te laisser continuer, Rewena, j'aimerais rappeler à nos très chers téléspectateurs que nous sommes en direct sur la RTDS et nous sommes dans l'émission La Rosée Matinale. Il est possible de nous contacter sur le 423 58 35 12. 423 58 35 12. C'est justement pour ça que je vous disais d'avoir un calepin et un stylo. Alors, nous reprenons avec Rewena. Ok, merci Regina. Bon, la plupart des causes que nous avons citées, ce sont les causes sociales. Et au-delà de ces causes sociales, nous avons les facteurs biologiques qui peuvent causer la dépression. Un dysfonctionnement au niveau des hormones, la ménopause par exemple chez la femme et l'hérédité aussi. Si dans la famille il y a déjà eu des cas de suicide. Ouais, il y a les facteurs socio-démographiques, l'âge, tout le monde est susceptible d'avoir la dépression. Il y a le statut marital. La femme mariée est plus exposée à la dépression que l'homme, la femme mariée, que la femme célibataire, voilà. Et ce qu'on constate, c'est que les hommes mariés ont moins de dépression que les hommes célibataires. Déjà marié? Non, je ne suis pas encore marié. J'ai pas envie de te voir. Je ne dirais pas non plus que je ne suis pas en couple. Vous savez, quand on en parle, je crois que c'est une réalité parce que moi j'ai déjà des proches autour de moi
avec quelques expériences indirectes d'une certaine manière, je peux le dire. D'abord, tu disais entre-temps que la jeunesse, d'accord, est beaucoup plus susceptible. Mais aujourd'hui, on voit encore des gens qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans et qui vivent une dépression. On se demande, elle est quand même beaucoup plus jeune, elle n'a forcément pas de problème. On se demande pourquoi cette personne à cet âge si jeune, elle vit une dépression. Mais quand on va un peu plus loin dans la vingtaine et tout, ces gens-là qui sont célibataires ou ceux ou celles qui aspirent à une vie de couple, je me dis, bon, je prends le cas peut-être de nous les hommes en réalité. Quand vous avez une stabilité, d'accord, une stabilité dans la situation matrimoniale, vous avez votre femme, votre petite famille et tout, si tout va bien, vous vivez bien d'une certaine manière. Je ne vais pas aller peut-être trop dans les détails que je ne maîtrise pas, mais de pour toutes ceux... les façons, c'est tout à fait normal, c'est des situations de la vie que chacun vit dans son domaine et puis ça sert d'expérience en même temps, n'est-ce pas? En même temps, ouais, ça c'est sûr. Il y a également les facteurs socio-économiques. Financiers, difficultés de la vie. Alors, des difficultés financières, pas de la vie. Bon, et de la vie et des difficultés financières. Alors, très chers téléspectateurs, nous sommes dans la rubrique Santé Rose avec Miss Rewena. Je précise qu'elle a fait la psychologie. Miss Rewena, tu as fait la psychologie, c'est ça? Elle a fait la psychologie, donc elle sait exactement bien ce dont elle est en train de parler. Et nous sommes en direct sur la RTDS dans l'émission Rosée Matinale, votre nouvelle émission matinale. Nous serons là tous les lundis à vendredi, j'en profite pour vous le préciser, tous les lundis, de lundi à vendredi de 6h à 7h30 minutes. 1h30 minutes de pur délice. Vous allez, pour les personnes qui ne nous ont pas suivis hier et qui nous suivent aujourd'hui, vous allez continuer l'aventure avec nous, j'en suis persuadée, parce que votre journée, elle sera rose. C'est pour ça que nous parlons de Mardi Rose. Oh. Alors, santé rose, santé mentale rose, Rewena Rose, dis-nous. Oui, nous avons aussi les facteurs contextuels, ceux dont vous avez parlé, la perte d'un être cher, la dépression, la rupture amoureuse, oui. les ruptures, le gourmet qui n'est pas camarade de quelqu'un, c'est courant, les échecs professionnels et scolaires, le déménagement. Le déménagement peut être aussi source de... Le déménagement? Oui, parce que la personne est tellement attachée à ce lieu que le simple fait de déménager lui cause des souffrances. Elle n'arrive plus à s'adapter au nouveau lieu. Oui, au nouveau lieu. Moi-même, j'ai eu un problème pareil. Ah. Seulement, maintenant que tu en parles, je me rends compte que c'était ça. Oui. Et tout de suite, tu ne penses pas que tu es en train de déprimer. Et quand on te l'explique, tu te rends compte que c'est le cas. Il y a les facteurs aussi liés à l'histoire personnelle, comme nous avons dit tout à l'heure. Une maltraitance dans l'enfance ou des relations parents-enfants qui ne sont pas vraiment... Eh bien, la personne n'a pas eu de figure paternelle, figure parentale. Voilà. Donc, face à la dépression, quand c'est une maladie, comment en guérir? Comment en guérir? Vous, qu'est-ce que vous pensez? Comment vous pensez qu'on peut guérir de la dépression? Moi, je parlais tout à l'heure d'ego. Non, ce n'est pas dans le sens dont vous l'entendez d'une certaine manière. En fait, c'est de se donner un peu de la valeur, c'est de s'encourager d'une certaine manière. C'est vrai, vous avez besoin par moment que les gens vous encouragent, vous donnent un petit pouce, quoi, vous savez. Mais à soi, on a besoin aussi de pouvoir, à un certain moment, juger un peu les choses, se dire, mais nous sommes maîtres de nous-mêmes et nous devons sélectionner ce que nous écoutons. Voilà. Sélectionner ce il faut faire cette analyse-là soi-même d'abord, accepter que vous êtes en dépression. Parce qu'avant de pouvoir vous guérir, il faut que vous acceptiez plutôt que vous êtes en dépression. Oui. Sinon, la personne vous parle, vous dites, mais attends, je ne crois pas que ce que tu es en train de dire là, c'est réel, parce que moi, je ne suis pas dans ça. Oui, il y a un père de famille comme ça qui s'est suicidé suite à la dépression. Il savait bien qu'il n'allait pas bien. Et quand il venait discuter avec la mère de son enfant, il disait non. Vous savez, les hommes ont l'ego, hein. Il disait non, lui il souffre pas de la dépression. Surtout dans les campagnes comme ça, tu vas dire moi, un homme, les gens vont dire que je souffre de la dépression. Donc, il y avait l'ego et il ne voulait pas assumer son mal et l'affronter. Donc, il disait juste que c'est un mal-être, ça va passer, c'est rien. Alors qu'au fond, il y avait vraiment un problème. Et à un mois de son suicide, la mère de son enfant lui a demandé « Est-ce que tu penses au suicide ?» Il a dit non, qu'il ne va pas se suicider parce qu'il a
il y a son enfant, que juste pour eux, il ne va pas le faire. Mais malheureusement, il s'est suicidé. Il est allé au pire. Oui. Souvent, les hommes ont une certaine fierté. Souvent, les hommes ont une certaine fierté. Ça, c'est dû à la fierté. Hein. Oui, c'est dû à la fierté. Comme c'est la représentation du foyer aussi, il est obligé de montrer qu'il est fort. Il ne peut pas montrer à sa famille qu'il va mal. Mais il aurait pu. Alors que c'est C'est une ta maladie. femme, après tout. C'est ta femme, c'est quand même la mère de ton enfant. C'est une maladie. En fait, c'est un mal. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on démystifie la dépression. Il faudrait que les gens comprennent que c'est pas sorcier. Voilà, ce n'est pas de la honte quand tu tombes en dépression. C'est pas de la honte. C'est comme le cancer, c'est quand tu as mal, c'est comme le palu. Quand tu ne vas pas bien, il faut aller voir un médecin, il faut aller voir un spécialiste de la santé. Il faut aller exposer le mal et vous allez avoir le soutien moral qu'il faut, la guérison, la thérapie qui est bien adaptée à votre dépression. Voilà. Parlons de thérapie. La thérapie, ça se fait. Tu voulais parler de quelque chose de... Ouais, mais en fait, je voulais dire que c'est un appel à sensibilisation. Oui. Il faut le dire en Afrique ou encore au Togo, je le dis tout le temps. On n'a pas cette culture-là d'aller voir un psychologue, un psychiatre tout le temps quand on sent un peu que ça ne va pas bien mentalement et tout. Mais il faut quand même sensibiliser cette population-là, ceux qui nous suivent un peu partout, de leur dire quand vous avez ces symptômes-là que tu as précisé tout à l'heure, ces gens de symptômes, discutez avec quelqu'un. Avec un proche, dites-lui, voilà, je suis en train de traverser une étape de ma vie où voilà, j'ai ci, j'ai ça, ça ne va pas. Dites à cette personne-là et si possible, passez donc à l'hôpital, si c'est un médecin, n'importe lequel. Les médecins généralistes aujourd'hui sont formés pour pouvoir détecter, surtout après les analyses, quand on voit que non, ça n'a rien de biologique, ça n'a rien de physique, vous pouvez référer cette personne à un psy, à un spécialiste. Voilà. Alors, avant tout, c'est la responsabilité des parents. Il faudrait que les parents prennent au sérieux leur relation avec leurs enfants, qu'ils sachent ce qu'ils doivent leur dire, qu'ils partagent leurs expériences avec leurs enfants, parce que tout dépend de ce que tu vois chez tes parents, ce qu'ils te disent. Il y a certains parents, ils te disent, quand tu vas à l'école et que tu échoues, ne reviens plus et tout ça. Du coup, quand tu vas et qu'on donne les résultats et que tu n'as pas ton nom, tu penses à beaucoup de choses. Si tu vas rentrer, si tu vas te suicider ou quoi que ce soit. Il y a Gary Chapman qui dit que nous ressemblons beaucoup à nos parents plus que nous ne le pensons. Oui. Nous ressemblons beaucoup à ce que nous voyons, à la représentation qui est devant nous. Parce que l'être humain est un être relationnel et social. Donc, du coup, comme les c'est normal, tu as vécu avec une personne, tu as grandi avec la personne, tu feras comme cette personne. Surtout les papas qui battent les mamans, tout ça, c'est un trouble pour les enfants à la longue. Oui. Alors, je demandais tout à l'heure si la thérapie, ce que moi j'aimerais savoir par rapport à la thérapie. La thérapie, est-ce que ça se fait par le psychologue ou par le psychiatre? Bon, le psychologue peut faire la thérapie, le psychiatre également peut faire la thérapie. Voilà. Donc, déjà, la thérapie qui est la plus utilisée, c'est la TCC, thérapie cognitive. Voilà, très chers téléspectateurs, je suis en train d'apprendre un nouveau truc. J'espère que vous avez votre calepin et un stylo. La TCC, la thérapie cognitive et comportementale. Donc, elle vise à redonner l'envie de vivre à la personne. Elle vise à redonner l'envie de vivre. Donc, c'est l'activation comportementale de l'humeur. Amener les personnes à faire des activités qui les font plaisir sans toutefois avoir envie de le faire. Voilà. Parce que la motivation n'y est plus. La personne, elle est déprimée. Il y a le ralentissement psychomoteur et tout ça. Donc, il faut amener la personne. Vous pouvez lui demander, Regina, qu'est-ce qui te plaît? En quoi tu trouves du plaisir, par exemple? La lecture. Le dessin, la natation, prendre du café au lait, tu connais. Donc, par exemple, tu n'y as pas touché. Bientôt. Donc, par exemple, tu aimes la natation, comme tu viens de le dire, c'est ça? Oui. Donc, on va t'amener à la piscine, sans toutefois que tu aies envie de le faire. Voilà, c'est d'amener la personne à refaire des activités dans lesquelles plutôt elle trouve du plaisir. Moi, je conseille toujours la musique. Tellement ça me fait du bien que... Moi-même, la musique, c'est un autre monde. Oui, c'est justement, c'est un autre monde. Donc, on travaille également sur les pensées négatives. Donc, comment dirais-je? Par exemple, d'être là, tu me dis que tu ne vaux rien,
que tu es nul. J'accepte. Non, comment tu vas accepter? Except ça que tu portes souvent du noir. Le noir, c'est ma couleur préférée, entre parenthèses. Tu as du goût. Ah, voilà. Donc, c'est là le psychologue Oui. ou bien le psychiatre, il va te dire, ok, apporte-moi les preuves. Voilà. Apporte-moi les preuves Voilà. de Que je suis nul, que tu es nul. voilà, Donc, que je ne veux rien et tout. Et tu vas pas... montre-moi les preuves que tu es nul. Il y en a. Il y a pas tu de- vois, c'est juste dans ta C'est tête. dans ma tête, C'est en juste dans ta réalité. tête. Ça se fait dans la tête. Voilà. Donc aussi, il y a le traitement les traitements médicamentaux, et comment les antidépresseurs, Ouais, et voilà. Il y a l'hospitalisation en cas de sévérité dépressive sévère. Donc en ce moment, on hospitalise la personne dans un centre psychiatrique. Donc pour les personnes que vous voyez dans nos rues et tout ça, les personnes là ne souffrent pas forcément. C'était juste une dépression si on avait pris soin de. Donc il y a de ces cas-là que nous voyons qui ne sont pas exactement ce que nous pensons qu'ils sont, n'est-ce pas? Alors très chers téléspectateurs, j'espère que vous avez suivi avec attention l'intervention de Rewena. Elle détient la rubrique Santé Rose. C'est une rubrique vraiment intéressante. Moi, je la trouve intéressante. J'espère que vous avez eu à côté vos calepins et vos stylos, que vous avez noté des choses, que vous allez, à partir d'aujourd'hui, prendre soin de votre entourage, de votre famille, de vos amis, de vos proches. Alors, restez branchés. Nous revenons après l'intermède tout de suite pour parler de quelque chose de plus important, de plus intéressant. Peut-être pas plus intéressant que la santé rose, mais plus intéressant que tout ce que je suis en train de raconter là. Rosée matinale, l'univers du savoir. 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 Nos très chers téléspectateurs ont eu chaud. Je parie que vous n'étiez pas encore satisfait de ce que vous veniez d'entendre. Je parie que vous aviez des questions. Je parie que vous aviez envie d'en savoir un peu plus. Et je vous ai justement eu. Je reviens avec Miss Rewena, ça c'est clair, parce qu'on n'a pas fini de vous parler. On n'a pas fini de vous parler des choses essentielles de la dépression. J'aimerais savoir, Rewena, est-ce qu'il est possible de rechuter après avoir fait une dépression? Après avoir vu un psychologue qui vous guérit, est-ce que vous avez la possibilité de chuter? Bon, déjà, on peut dire que la plupart des épisodes dépressifs, surtout quand elle est légère, ne méritent pas forcément d'aller voir un psychologue. Voilà, ça se guérit spontanément. Vous pouvez passer par une période, je ne sais pas si vous avez déjà passer par une période dépressive pendant au moins un mois comme ça. Et puis après, la vie reprend son cours. Pendant 6 ou 1 an. Je ne sais pas si, Shadia, tu nous racontais une histoire comme ça? Ah oui, j'ai déjà vécu une dépression parce que j'avais perdu un être cher. Il s'agissait de mon grand-père. Donc cette dépression a duré 1 année. Heureusement, ma mère était là avec moi pour m'aider parce que je n'arrivais pas à dormir la nuit, je ne mangeais pas. Tout le temps, j'y pensais parce que quand tu as vraiment des liens forts avec quelqu'un de ta famille, que vous étiez vraiment proche, chaque fois tu penses à la personne, tu revois vos moments dans ta tête, tu te dis que j'aurais aimé au moins avoir des derniers instants avec cette personne. Donc, toi-même, tu maigris, tu perds du poids, tu ne sais plus quoi faire. Si c'est que tu n'as pas une épaule pour t'aider vraiment, tu ne pourras pas t'en sortir. Donc, je remercie vraiment ma mère d'avoir été là pour moi dans ce moment difficile. Bravo, maman. Merci, maman. Merci, maman. Merci. Moi, je pense que quand tu commences et que tu es pris là-dedans, quoi, tu peux toujours rechuter. Oui, on rechute. Oui, on rechute. Mais ce que je dis, c'est que la plupart des dépressions légères se guérissent spontanément.
pendant une période de 6 à 1 an, la personne guérit. Genre, on peut dire pendant 2 ou 3 mois, ça n'allait pas, j'ai sombré un peu, mais tout à coup, la vie a repris son cours, j'ai retrouvé mes motivations, vous voyez. Mais après un traitement, il y a une échelle pour évaluer les résultats, Donc, il peut y avoir une diminution de 50% des symptômes. Après, il peut y avoir une rémission, c'est-à-dire la disparition des symptômes, et une guérison au-delà de 6 mois, au cas où c'est sévère ou assez modéré. Vous voyez. Et aussi, il y a des cas d'aggravation. Donc, en ce moment, il y a une rechute après la guérison. Et dans la plupart des cas, c'est dans l'intervalle des 6 mois, il y a une rechute. Et une personne qui a déjà été dépressive peut refaire la dépression à 50%. Bon, en parlant de rechutement, je trouve que ce que tu dis, c'est vrai, mais ça dépend des dépressions. Par exemple, si tu as fait, Bénédicte, une dépression amoureuse et que tu en as tiré une leçon, tu as pu t'en sortir. Maintenant, tu trouves un nouveau gars et tu tombes encore dans cette dépression. C'est que toi-même, tu n'as pas retenu la leçon. Est-ce que c'est tout encore retenu la leçon? Est-ce que là, c'est encore une rechute? Je crois que vous passez de dépression 1 à dépression 2. Gourmet version 2. Voilà. Version ISO, je ne sais combien. Donc, justement, est-ce que ça, c'est une rechute? Non. Vous êtes parti d'une dépression à une autre dépression. Qu'est-ce que là, la personne, elle était complètement guérie. Et tu n'as pas appris de tes erreurs. Mais bon, la personne peut sombrer encore dans une nouvelle dépression. Ouais. Quand la dépression dure 2 ans, ça vient, ça revient, ça vient, ça revient. C'est en dents de scie. On parle de dépression, on parle de dépression périodique. Quand c'est en dents de scie pendant au moins 2 ans. Voilà, pendant 2 ans. De dépression chronique, voilà le terme, dépression chronique. Dans ce genre de situation, la personne manque carrément de stabilité. Oui, c'est pour ça qu'il faudrait que cette personne doit prendre les médicaments à vie. C'est un peu comme un sidéen qui doit prendre ses traitements à vie. Donc, la personne qui souffre d'une dépression chronique doit prendre des traitements à vie. Voilà. Et est-ce que le traitement médicamental, doit être accompagné de la psychothérapie, du soutien moral. À vie également? Pas forcément. Mais il y a au moins une fois par semaine, je sais, il faut aller faire vous pouvez faire la méditation. Il y a de petits exercices que vous pouvez faire à la maison vous-même pour vous relaxer. Si par exemple vous voyez que les pensées négatives reviennent, prenez une feuille, chers téléspectateurs, prenez une feuille, écrivez tout ce qui se passe. Si vous pensez que vous ne valez rien, que vous êtes, je suis nul, écrivez toutes ces pensées négatives-là et allez chercher les preuves pour pouvoir confirmer cela. Et vous allez voir qu'il n'y aura pas de preuves. Donc, petit à petit, vous pouvez vous débarrasser de ces pensées négatives. Voilà. Intéressant. Alors, je me demande, si je comprends bien, une personne qui a une dépression, qui sombre dans une dépression qui devient chronique, elle est censée voir un psychologue et un psychiatre en même temps, toute la vie. Pas forcément. Puisque les médicaments, c'est pour toute la vie, donc le psychiatre demeure pour toute la vie. C'est ce que je me dis. Maintenant, le psychologue... Ça dépend des réponses de chaque être humain. Comme je le disais, il y a certaines personnes qui peuvent guérir totalement de la dépression. Il y a d'autres qui ne peuvent pas totalement guérir. Donc, tout dépend aussi de la volonté. Et c'est vrai aussi qu'il y a des cas où ils sont résistants aux médicaments. Donc, en ce moment, il y a vous savez, la science évolue. Donc, on est en train de penser comment arriver à aider ces personnes qui sont résistantes aux traitements médicamenteux. Alors, je rappelle à nos très chers téléspectateurs que nous sommes en direct sur la RTDS et que nous sommes contactables sur le 93 58 35 12. Vous pouvez nous contacter sur le 93 58 35 12. Nous sommes en direct, vous pouvez poser des questions, vous pouvez demander des éclaircissements. Je rappelle qu'elle a fait la psychologie et qu'elle sait parfaitement bien de quoi elle parle. Elle s'appelle Rewena.
la miss la plus jolie du plateau. Alors, Rewena, moi j'en ai fini avec les questions. Je n'ai pas de questions pour l'instant. Je vais terminer comme ça en disant comment faire pour éviter la dépression. Donc, évitez d'être trop exigeant envers vous-même. Évitez d'être trop exigeant envers vous-même. Essayez de vivre dans le présent. Vivre dans le présent. Évitez d'entretenir les pensées négatives. Et ayez autour de vous une personne de confiance à qui vous pouvez parler. Voilà. Et aussi avoir une alimentation saine, comme je le disais hier, faire du sport. Si vous avez d'autres questions. Moi j'ai une question, mais pour Deadlax. Voilà. Qu'est-ce que tu entends par une alimentation saine? Une alimentation saine. Je commence d'abord par boire beaucoup d'eau. Je commencerai par là. Vous savez, on dit souvent que quand on boit beaucoup d'eau, ça éloigne de nous au moins 30 et quelques, je sais pas bien, enfin je connais pas bien le chiffre 36 ou je sais pas quoi, maladie. En réalité, c'est normal. Il faut boire beaucoup d'eau. Ça agit sur notre mentalité, ça agit sur notre psychologie. Et après, il faut voir des aliments qui ont des vertus, qui touchent directement sur la psychologie. Vous savez, il y a des fruits, il y a pas mal d'aliments, d'une certaine manière, donc, qui soignent un peu ce genre de choses. Il faut donc penser à avoir une alimentation saine. Et ça va en fait de pair avec le sport. Il faut toujours faire du sport en réalité. Vous serez beaucoup plus dégagé dans la tête quand vous essayez de faire le vide un peu, d'aller faire du sport, d'aller être assez libéré, quoi. Donc une alimentation qui est couplée donc du sport, ce qui permet peut-être de dégager beaucoup de choses. Et après de penser maintenant à se confier, d'accord, à quelqu'un de confiance. Surtout aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir quelqu'un de confiance, mais c'est très important, chers téléspectateurs, vous juger justement, parce qu'on a peur d'être jugé quand on veut d'abord se confier à quelqu'un. Donc il faut partir de cette base-là, de se confier à quelqu'un qui ne vous jugera pas, qui acceptera d'abord votre mal, et puis essaiera maintenant de vous remonter ce moral-là que vous avez perdu de façon très technique, avec ce petit diagnostic-là, d'accord, que tu nous as appris ce matin, de savoir un peu les étapes, de connaître un peu ces genres de symptômes-là que la personne dégage et de lui dire, ok, cher ami, cher frère, chère sœur, tu es dans telle situation. Essayons plutôt maintenant d'aller à la phase B, ou voilà, d'aller voir un médecin, de te confier au médecin pour voir un peu si tu as besoin d'un traitement, ou c'est juste passager, ou c'est à l'étape légère, c'est à l'étape modérée, ou c'est à l'étape aiguë, au stade avancé et tout. Il faut le dire. Moi je vais surtout préciser qu'il faut consommer des fruits, avoir une alimentation équilibrée, bien manger, comme on le disait au C1, avoir une alimentation équilibrée. Il faut des fruits, du lait, et des œufs et tout. Il faut bien manger. Ce qui m'intéresse chez toi, c'est que tu es une pro de l'alimentation. J'aurais dû te poser la question. Heureusement que ça fait éviter la dépression. Donc, Là, elle a cité les choses les plus essentielles. Voilà, les fruits, du lait, les œufs. Les légumes. Des légumes, justement, c'est très important. Je précise à nos très chers téléspectateurs que le numéro que nous sommes en train de donner, c'est pour les messages WhatsApp. Voilà, je reprends le 93 58 35 12. SMS et WhatsApp. Vous pouvez envoyer des messages normaux. Vous pouvez également envoyer des messages sur WhatsApp, pas pour des appels. Ce n'est pas pour des appels, n'appelez pas, envoyez des messages, posez vos questions et voilà. Alors, je reviens sur Michadia, elle a quelque chose à dire. Oui, j'avais quelque chose à dire par rapport à ce que Bénédicte a dit sur les fruits et les légumes. Donc, sachant que quelqu'un qui fait une dépression n'arrive pas à manger, comment est-ce que cette personne pourrait manger des fruits et des légumes? De l'appétit. Parce que moi, par exemple, quand je faisais une dépression, j'arrivais juste à manger de la bouillie. Souvent, je peux même me lever, je bois juste de l'eau. Je grignote des petits trucs, des chips, des petits trucs. J'arrive pas du tout à manger. Donc, je sais pas comment est-ce que on peut faire. Et aussi par rapport à ce que tu as dit à ce que Deadlax a dit de raconter notre histoire à quelqu'un de confiance. De se confier. Moi, je me dis qu'on ne peut pas faire confiance à quelqu'un à part à nos parents. Et même si c'est que tu fais confiance à quelqu'un, je pense que vaut mieux parler de tes problèmes à un psychologue, parce qu'un psychologue a le devoir de garder les informations secrètes.
c'est vrai que parfois nous avons envie de parler, mais nous ne voulons pas que notre entourage proche soit au courant. Nous préférons aller voir une personne inconnue, une personne inconnue. Donc On voilà. a envie de garder la tête haute à la maison, en famille, et on préfère en parler à une autre personne. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je me parle à moi-même. Je me mets devant mon miroir et puis je mets deux personnages comme si je parlais à quelqu'un. Et puis je suis soulagée juste après. Moi, j'appelle ça. Oui, c'est mieux que d'aller se confier à une personne qui va peut-être te juger ou aller raconter tes affaires à des gens qui vont ensuite te juger, te doiter, tout. Moi, je dirais plutôt que c'est partagé. D'abord, je dirais qu'il y a des gens, vous savez, qui n'ont pas de parents aujourd'hui, qui n'ont que des amis proches et tout, ils n'ont pas de parents. Ils auraient voulu avoir un parent qui se confie, mais ils n'en ont pas. Alors, ces personnes, c'est obligatoire de vouloir justement se confier à quelqu'un, un proche, et d'une certaine manière, dans ce genre de situation. D'autres personnes, vous savez, le climat de confiance qui existe à la maison ne leur permet pas de raconter leurs problèmes en fait à leurs parents. Ce n'est pas qu'ils ont peur de raconter, mais c'est parce qu'il n'y a pas un climat de confiance, il n'y a pas une bonne communication à la maison, au point où l'enfant ou le proche arrive à s'exprimer. Enfin, avec ses membres de la famille, ils préfèrent aller raconter ça à quelqu'un ailleurs, un ami et tout, pour pouvoir avoir ce qu'il veut entendre. Et d'autres, en fait, c'est leur problème à eux de vouloir juste entendre ce qu'ils veulent. Donc, quand ils viennent se confier, ils espèrent qu'on leur dise en réalité ce qu'ils veulent entendre. Sinon, ils se disent, bon, toi, tu ne me donnes pas le bon conseil. Ça, c'est vrai. Même si en réalité, c'est le bon conseil. C'est le bon conseil qu'on leur donne. Donc, je dirais que c'est vraiment, vraiment partagé ce genre de choses. C'est pour ça qu'il faut partir d'abord d'une belle analyse, soi-même se demander qu'est-ce que j'ai, à qui je dois me confier. Enfin, de pouvoir jauger la situation de toutes les façons possibles, de voir tous les paramètres avant d'aller donc à l'acte. Et parfois, quand la personne est dans une dépression sévère, elle peut halluciner. Genre, la personne entend des voix et voit des choses qui n'existent pas. Ça, c'est quel stade? Voilà, dans toujours la dépression sévère. Donc, dans ce moment où la personne refuse carrément de manger, il faut parfois, l'hospitalisation pouvait le faire de force, sans l'avis de la personne. Mais entendre des voix, tu ne crois pas que ça se rapproche de la folie? Oui, l'hallucination. Donc la dépression n'est pas très loin de la folie, si je comprends bien. C'est un stade avancé. Oui, la dépression sévère. Voilà. D'accord, j'espère que tu auras à nous éclaircir un peu plus sur les nuances entre la dépression et la folie, parce qu'il y en a qui confondent vraiment. Alors, très chers téléspectateurs, là, maintenant, je ne vous pose pas... là, je vous parle sérieusement. Nous allons boucler pour aujourd'hui la rubrique Santé Rose et nous allons rester branchés, revenir, apprendre autre chose. La Rosée matinale, l'univers du savoir. La Rosée matinale, l'univers du savoir. La Rosée matinale, l'univers du savoir. Rosée matinale, l'univers du savoir. Nous sommes de retour sur le plateau de la Rosée matinale. Très chers téléspectateurs, j'espère que vous êtes calés. Vous avez envie de savoir ce qu'on vous réserve aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous allons repartir avec le seul coq de la basse-cour sur une rubrique que vous connaissez pour les personnes qui ont suivi hier, sur une rubrique que vous connaissez, pardon, pour les personnes qui ont suivi hier, et sur une rubrique que les personnes qui ont commencé par nous suivre aujourd'hui ne connaissent pas. Alors, c'est la rubrique
Web Rose. Bonjour Deadlax. Bonjour Régina, bonjour chers collègues, Shadia, Réna et puis Bénédicte. Bonjour. Vous ne connaissez pas, moi c'est Deadlax, enchanté de vous connaître. Enchanté, chef. Ouais, je passe mon bonjour aux téléspectateurs. J'espère que vous portez bien, vous êtes justement sur la RPDS canal 261. Je salue tous ceux qui nous suivent depuis l'extérieur, Congo, Mali, Niger, Sénégal et un peu partout en Afrique, voilà. Vous êtes bienvenue dans la rubrique Web Rose, tu l'as dit tout à l'heure. On va parler un peu de tout ce qui a trait, d'accord, à l'actualité, sur le web, sur le net, sur le digital et tout ce qui va avec. Hier, on parlait donc des influenceurs. On a vu un peu ce que c'est un influenceur, à quel niveau on peut atteindre ce genre de titre. Est-ce qu'on s'autoproclame influenceur ou c'est par désignation? On a vu un peu les chiffres et tout. Aujourd'hui, on va parler un peu de quoi? De ces mêmes influenceurs qui sont appelés en termes de faux influenceurs d'une certaine manière. Et puis on va aussi voir un zoom sur une certaine Léa et lui. Le nom, est-ce que vous l'avez déjà entendu? Léa et lui. Non. Voilà, on va C'est une parler influenceuse française, c'est ça? Voilà, une influenceuse française. On va parler de tout ça ce matin. Alors, Régina, je reviens à toi. Merci Deadlax. On revient après l'intermède pour rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Alors, en passant, Rosée matinale, l'univers du savoir. Rosée matinale, l'univers du savoir. Nous sommes sur le plateau de la Rosée matinale. Nous sommes avec vous, avec Deadlax, Bénédicte, Rewena et Shadia, la Miss Météo. Alors, très chers téléspectateurs, il est possible de nous contacter sur le 93 58 35 12 en SMS normal ou en message WhatsApp. Deadlax, bonjour. Rebonjour. Tu nous parlais tout à l'heure de Web Rose. Oui, on parlait tout à l'heure de Web Rose, donc je donne un peu le contenu de cette rubrique-là dont je porte la casquette. Vous savez, aujourd'hui, il y a les nouveaux médias. Quand on prend un peu les réseaux sociaux, on cite TikTok, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, Facebook, etc. C'est des applications qui permettent aujourd'hui de communiquer d'une certaine manière et qui ont pris un peu l'ascension sur les médias traditionnels, ceux qu'on appelle encore la radio ou la télé. Si, il faut le dire. Hein. Oui. Aujourd'hui, quand une information, quand vous savez, où on dit par exemple qu'il y a une chose qui s'est passée, mais sinon qui s'est passée peut-être à Akara, au nord de la ville, enfin au nord du Togo, pour ceux qui ne le savent pas, sur WhatsApp, vous recevez l'information en temps réel. Mais le journal télé vous le passe peut-être à 13h ou à 20h. Ils ont un léger retard. Donc aujourd'hui, on remarque un peu cette ascension-là des médias sociaux sur encore les médias traditionnels. Et il faut le dire, il y a certains médias même qui reviennent un peu dans le digital avec les applications. Vous pouvez donc sur la télé, sur le téléphone. Et c'est des aspects donc qu'on va un peu décortiquer, dégager dans ce qu'on appelle le Web Rose, dans cette rubrique-là dont je porte encore la casquette. Wow. Ouais. Je te dis merci Deadlax. Merci. Je sens que ça va être intéressant. Très intéressant. Aujourd'hui, tu es en noir, mais tu nous fais du rose. Le contraste parfait. Ouais. Non, c'est pas un contraste en réalité. Le noir, c'est l'élégance. Le noir, c'est toutes les couleurs réunies. Donc, dans le noir, il y a le rose. Mais vous êtes en noir tous les deux. Hein. Oui, justement, je viens d'apprendre que c'est sa couleur préférée. C'est ça, c'est l'une de mes couleurs préférées également. Bon, voilà. Je trouve que le noir, c'est une couleur assez classique. Oui, ce qui est marrant, c'est que dans tout ce qu'on porte aussi sur ce plateau, il y a du noir. Pratiquement. Pratiquement. Oui. Seuls les cheveux de Shadia ont un peu de noir, sinon le reste. Elle a des chaussures noires. Ah, n'est-ce pas? Oui. Bon, vu que je ne la vois pas d'ici. J'en profite pour te dire que tu es très élégante aujourd'hui. Merci beaucoup, Régina. Je trouve que tu as une très belle coiffure. Merci, Shadia. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas élégante. Non, moi, je ne suis pas jalouse. Hein. Tu m'as déjà dit que je suis très belle ce matin. Alors. J'aime ça. Ça va. Alors, toi, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Ça sent pas bon. Alors, on revient en moi ce matin. Je parlais tantôt de Web Rose et d'actualité, un peu people, tout ce qu'il y a comme influenceur et tout. Aujourd'hui, nous allons parler de deux choses.
D'abord, on va voir cette histoire de la première influenceuse française. Cette fille-là qui n'avait que 18 ans pour commencer. Et juste après, elle a eu des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. C'est parti comment? Ça s'est fait comment? Comment est-ce qu'elle est devenue comme ça? On va voir une vidéo. Je ne sais pas si la régie est prête, mais pour le moment, on va un peu débattre là-dessus. Alors, son nom, c'est Léa plutôt et lui. Vous avez déjà entendu le nom? Léa et lui. Non? Pas moi. D'accord. Alors, l'histoire raconte, entre griffes, c'est une Française qui est la plus suivie sur les réseaux sociaux. Elle a inventé ce qu'on appelle la danse du ventre. J'imagine, je ne sais même pas comment ça se danse. Peut-être qu'on va apprendre après, vous allez avoir vu la vidéo. Elle a inventé ce qu'on appelle donc la danse du ventre. C'est ce qu'elle faisait sur les réseaux sociaux. Pour commencer, à 18 ans seulement, elle avait quoi? 8,6 millions de followers sur les réseaux sociaux. 8 millions, enfin voire près de 9 millions d'abonnés. Alors, elle a commencé avec cette application qu'on appelle Musical.ly. Une application qui permettait de faire des vidéos. C'était basé sur la création de vidéos, de reprises de musique en playback. Ça vous dit quelque chose? Une application qui permet de faire des reprises de vidéos en playback. Non. Ça vous dit rien du tout. TikTok. En fait, l'histoire c'est quoi? C'est à la base l'application qui s'appelait Musical.ly, qui a été rachetée après par une entreprise chinoise qui s'est fait appeler TikTok par après en 2014. Ok. Merci. Je viens d'apprendre autre chose, merci d'être là. Décidément, comme on vous le dit, on arrosera vos matinées d'informations, de distractions, d'instructions surtout. Voilà. Nous sommes dans le Sur temps le du plateau, savoir. justement, nous sommes dans le temps du savoir. Sur le plateau, j'ai déjà appris beaucoup de choses de toi. Là, je ne laisse pas en apprendre d'autres. Très intéressant. Ouais, il faut le dire. Donc, Musical.ly était l'application, le nom de l'application à la base, au début. Et ça permet, vous savez, donc de faire des reprises de vidéos et tout. Mais après, ça a été racheté par une entreprise chinoise qui se fait appeler maintenant TikTok. Alors, elle a commencé donc par faire ce genre de vidéos avec la danse du ventre, ce qu'elle a inventé. Et après, elle a été approchée par une autre application concurrente de TikTok qui s'appelle... Le nom, Thriller. Vous connaissez? Voilà, Thriller aussi permet de faire ce genre de choses. Elle a été approchée donc par Thriller. Et ce qui a maintenant grimpé d'une certaine manière, augmenté, si on peut le dire, sa cote de notoriété. Elle dit à ces jeunes aujourd'hui dans une affirmation, il ne faut pas vouloir grandir trop vite. Il ne faut pas vouloir grandir trop vite. Il faut créer en s'amusant, mais aussi faire attention aux personnes mal intentionnées. En fait, dans cette citation, dans cette phrase-là, elle affirme un peu, elle parle un peu, voilà, la photo à l'écran pour ceux qui peuvent voir sa photo, pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle, donc c'est Léa et lui, c'est son nom. Léa et lui. Voilà, on va voir la vidéo tout à l'heure dans quelques instants. Donc, en fait, dans cette phrase-là, elle prévient les jeunes utilisateurs de TikTok. Aujourd'hui, on sait que voilà, les gens, ils utilisent TikTok pour faire quoi? Des vidéos un peu à caractère sexuel et tout. On va revenir là-dessus. Mais je vous laisse pour le moment suivre cette vidéo-là de présentation, histoire de connaître un peu la vie de Léa et lui, à 18 ans seulement, ce qu'elle est devenue. On revient juste après. C'est parti. C'est en anglais et aux côtés de son frère que Léa s'adresse à ses 9 millions d'abonnés. Plus de la moitié sont des Américains. En 5 minutes, pas moins de 11 000 personnes rejoignent son live Instagram. Une vidéo en direct où la jeune Savoyarde peut discuter avec ses fans. Du haut de ses 18 ans, Léa est la Française la plus suivie des réseaux sociaux. En moins de 2 ans, sa notoriété a explosé. Mais malgré ça, la lycéenne garde les pieds sur terre. Léa est quelqu'un de très très naturel, d'exceptionnel, puisqu'elle a en aucun cas changé depuis son enfance. Et elle aime toujours les choses très naturelles. Je reçois des lettres pour Léa, car beaucoup d'admirateurs envoient ici le courrier pour lui faire plaisir. Avant d'être connue, Léa était victime de harcèlement à l'école. Elle se réfugiait alors sur les réseaux sociaux et c'est dans sa chambre que tout commence. Elle se filme en dansant sur des vidéos de 10 à 15 secondes. J'ai toujours fait ça pour m'amuser et parce que j'adore en regarder et je me suis dit pourquoi pas essayer. J'essaie pas d'être au top, j'essaie pas d'être tout le temps parfaite ou je sais pas quoi. Il y a des photos, des vidéos, je vais être maquillée, je vais être apprêtée, bien habillée, etc. Mais il y a vraiment des vidéos où je suis en vieux chignon, pas coiffée, où je suis en pull, en jogging
et sans maquillage. Et je pense que rester authentique, c'est super important. Une image que sa mère surveille de très près. Je veux pas qu'elle renvoie une image d'une fille superficielle ou vulgaire. Je veux qu'elle fasse attention à son image et voilà, que l'image qu'elle poste sur les réseaux reflète bien ce qu'elle est vraiment en fait. Par la suite, Léa rêve de s'installer aux États-Unis, de continuer ses vidéos et peut-être de se lancer dans le chant ou le cinéma. Et voilà. De retour sur le plateau de la Rosée Matinale, nous sommes avec vous, avec Date Blacks et avec les charmantes jeunes dames à ma droite. Date Blacks, tu nous parlais tout à l'heure de Léa. Léa Louis. Et voilà. Louis. Léa et Louis. Voilà. La française la plus suivie sur... La première influenceuse française la plus suivie sur les réseaux sociaux. Alors, on part d'abord en commentaire pour revenir. Vos impressions sur cette vidéo-là que vous venez de suivre tout à l'heure à propos de Léa. J'ai trouvé qu'elle dansait super bien et je me dis que la plupart de ses abonnés doivent être des hommes. Et je trouve que ce que sa mère dit est vraiment important parce que tu peux être connu, tu peux être populaire, mais il faut toujours garder une bonne image sur les réseaux sociaux parce que après ça peut te suivre par la suite. Très important, cette histoire d'image à garder, je pense que c'est très important. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui en souffrent. Il y a plein de jeunes qui n'ont pas su préserver leurs images, qui n'ont pas su gérer leur visibilité, qui ont peut-être orienté leur manière de fonctionner sur les réseaux dans le mauvais sens et qui en souffrent aujourd'hui. Il y en a plein, surtout avec cette histoire d'influenceurs. On va faire un tour de table. Oui, ce que sa maman disait, c'est très important. Il faut garder l'authenticité. Voilà, il faudrait qu'elle garde son authenticité, c'est vraiment, vraiment important. Bénédicte? Moi, j'ai remarqué qu'avant tout, elle se fait plaisir. Elle n'a pas de problème. C'est d'abord une passion pour elle. Oui, voilà, c'est une passion pour elle. Ce n'est pas comme si elle forçait quoi que ce soit. Et ça, je trouve que c'est bien. Peut-être que ça va lui éviter de déprimer, pourquoi pas. Je parie que ça va justement, j'allais le dire, je parie que ça va garder sa santé mentale en bon état. Et surtout qu'elle dit qu'elle reste naturelle, elle ne force pas à se maquiller, à faire ci, pour paraître trop superficielle devant les gens. Je crois qu'elle fait des tutos de maquillage. Oui. Elle fait des tutos. En réalité, c'est comme on travaille en métier. Je le disais hier, on travaille pour Léa. Vous savez, elle rentre des cours à 18h30 selon l'histoire. Et c'est là maintenant qu'elle s'abonne à ses créations, à faire un peu ces vidéos-là. Et puis, elle dit dans un peu plus loin que ça lui prend des heures de faire juste ces petits montages de vidéos, de maquillage et tout, ce qui donc doit servir à ses fans et à ses abonnés. Donc, on comprend que c'est comme un métier en réalité pour Léa. Et c'est un moment qui la suit de près. Pour qu'elle garde en fait son image et son authenticité. Je crois qu'il faut commencer à avoir des écoles pour influenceurs, pourquoi pas, pour former les influenceurs. Voilà un peu, donc c'est l'histoire de cette Léa et Louis, cette première influenceuse française. Il y a beaucoup à dire là-dessus, mais on n'a pas vraiment le temps de décortiquer toute sa vie parce qu'elle a beaucoup d'informations. Ce qui serait bien, c'est plutôt de revenir encore un peu plus dans ce détail-là, de faire donc un zoom, un portrait carrément sur Léa, et pour apprendre un peu de ce qu'est ce métier-là et de comment est-ce qu'elle arrive donc à exceller là-dedans. Voilà. Deuxième point, ce matin, je parlais tantôt des faux influenceurs. Là, ça part dans le people en fait. Ça devient intéressant. Ça part dans le people. Vous serez donc, c'est tout à l'aise, vous allez voir une vidéo dans laquelle il y a des maîtres karaté, d'accord, qui abusent un peu de leur, je dirais pas de leur savoir-faire en dupant leurs abonnés plutôt et ceux qui sont sur le net, en leur faisant croire qu'ils ont des pouvoirs avec lesquels ils peuvent battre, faire des katas et tout avec leurs combattants. Et ça, c'est des gens qui ont été démasqués par des gens qui ont bien suivi leurs vidéos, se sont dit mais attention, ça c'est pas des techniques qui sont réels. Donc on va sur une vidéo un peu pour voir un peu ces aspects-là, ces faux influenceurs. Ah voilà, la régie fait que c'est pas encore prêt, c'est pas grave, on continue. Je disais tantôt que c'est des maîtres karaté qui ont donc dupé, qui ont trompé la vigilance de certains apprenants. Ils faisaient en fait des gestes, d'accord, un peu plus loin pour pouvoir déstabiliser ceux qui les offensent en disant voilà, j'ai des pouvoirs sans même te toucher, je peux faire un geste et te faire tomber de l'autre côté de là où tu es. C'est de la magie? Il disait en fait que c'était pas de la magie, d'accord, mais c'est de l'art martial à l'état avancé.
Là, c'est pas du combat corps à corps, tu es là, je suis là, mais tu peux même être à quelques mètres de moi, juste avec des simples gestes, je peux te déstabiliser. À Et ils ont fait à l'étape avancée. Voilà. Et ils se sont permis. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop se fier aux réseaux sociaux. Voilà. Oui. Tu sais où je veux en venir, c'est la leçon en fait de la chose. Et je rappelle à nos très chers téléspectateurs que vous pouvez nous contacter sur le 93 58 35 12. Je pense que le numéro est à l'écran. Vous pouvez envoyer des messages normaux, vous pouvez également envoyer des messages WhatsApp. Donc, je disais tantôt que c'est un peu comme ça qu'ils sont arrivés à duper les gens sur les réseaux sociaux, sur Internet et tout. Et ils se sont même permis de faire des vidéos, des démonstrations pour prouver que ce qu'ils se disent, en fait, c'est de la réalité. Et vous allez voir dans les vidéos, ils sont en train de faire tomber les gens avec de simples gestes, hein, avec des katas pour dire que voilà, il y a une puissance au-delà quand même du combat corps à corps. Donc, ces personnes qui se laissent entraîner dans ce genre de choses, qu'est-ce qu'elles gagnent en réalité? Qu'est-ce qu'elles gagnent en réalité? En réalité, elles ne gagnent rien. Ils se sont fait, comment dire, bien corriger. La vidéo, elle est prête. La régie fait, si nous avons suivi la vidéo, ça répond justement à ta question. On y va. Bonjour et bienvenue à tous. L'imposteur est par définition une personne qui trompe par de fausses apparences et qui se fait passer pour quelqu'un d'autre, en utilisant généralement d'habiles stratagèmes et artifices. On a beau se dire que tôt ou tard un imposteur se fait prendre dans son propre jeu et qu'à force de vivre dans le mensonge, il finira bien par se désavouer. Or, l'histoire nous révèle que certaines impostures ont la peau dure et que leurs auteurs font tout pour maintenir la comédie. Mais jusqu'à quel point peuvent-ils aller pour jouer un rôle qui n'est pas le leur ? Installez-vous bien confortablement, car aujourd'hui, nous allons découvrir 5 des plus grands imposteurs des arts martiaux qui ont finalement été débusqués. On commence. Se battre contre un combattant chevronné de MMA en utilisant uniquement son chi ou son énergie astrale n'a jamais été une très bonne idée, et ce n'est sûrement pas le maître Yanagi Ryoken qui vous dira le contraire. Ce vieux sensei japonais de 74 ans a en effet eu la prétention de vouloir mettre KO un jeune pratiquant de MMA sans pour autant le toucher physiquement, ce qui prouverait à quiconque son incroyable pouvoir. Car Sensei Ryoken affirme, comme beaucoup d'autres avant lui, avoir maîtrisé la mystérieuse et ancestrale technique du knockout sans contact. Plusieurs vidéos ont même circulé sur internet, montrant les incroyables prouesses de Sensei Ryoken. Et comme on peut le voir, le vieux maître japonais part les attaques de ses élèves et les envoie valser sur le sol par de simples gestes de ses mains, sans pour autant les toucher. Et pour prouver qu'ils ont raison, ils sont même allés jusqu'à promettre une récompense de 5 000 $ américains à quiconque pourrait bien le battre le maître. C'est donc ainsi qu'en 2006, le Sensei Ryoken se lança dans un combat avec Iwakura Tsuyoshi, un journaliste et activiste politique japonais formé au judo, au karaté et au jiu-jitsu brésilien. Devant une foule d'environ 500 spectateurs et sous l'œil des caméras, le jeune pratiquant de MMA va se déchaîner sur le vieil homme, lui assénant plusieurs coups de poing et de pied au visage, le laissant agenouiller sur le sol en train de saigner abondamment. Le combat, qui aurait dû être spectaculaire au vu de l'utilisation des pouvoirs du sensei, s'est en fait transformé sur le champ en un vulgaire passage à tabac. Mais me diriez-vous, comment Yanagi et ses élèves se sont-ils sentis après que leur art martial ait été si publiquement humilié ? Alors figurez-vous qu'au lieu d'avouer tout simplement leur tromperie, ils ont argué que le sensei était malade ce jour-là et que, de ce fait, son chi était moins efficace. Pour beaucoup d'Américains, George Dillman est un instructeur d'arts martiaux chevronné qui a popularisé l'utilisation des points de pression dans la pratique des arts martiaux aux États-Unis. Mais pour beaucoup d'autres, il s'agit d'un vulgaire escroc qui utilise des méthodes frauduleuses et controversées afin de se livrer à une commercialisation agressive de ses innombrables livres et séminaires. En effet, George Dillman appelle son style le Ryukyu Kempo Karaté, et qui se fonde sur la théorie du knockout sans contact. C'est une sorte de projection de force vitale et de chi qui pourrait assommer un homme sans qu'il n'y ait pour autant aucun contact physique. Pourtant, Dillman n'a réussi à fournir aucune preuve scientifique que ces méthodes d'arts martiaux sont efficaces. Clamant haut et fort l'authenticité de sa technique et voulant démontrer sa crédibilité, Dillman a ainsi accepté l'invitation de la chaîne National Geographic pour venir lui faire une démonstration de ce knockout chi. Durant l'émission, Dillman et son acolyte, Leon Jay, n'ont pas pu mettre KO Luigi Garlacelli, un enquêteur italien sceptique venu se prêter au jeu pour démasquer le pseudo-karatéka. Dans la vidéo, on voit l'adepte du KO sans contact s'évertuer à vouloir rendre le sceptique italien inconscient en passant ses mains sur son visage, mais sans aucun résultat apparent. Pourtant, et même face à l'échec cuisant, Dillman n'en démord toujours pas et continue à clamer que son pouvoir et ses techniques sont bel et bien réels.
allant même jusqu'à justifier son humiliation dans l'émission par de ridicules excuses. L'imposteur américain a en effet argué que son pouvoir chi pouvait être annulé pour de nombreuses raisons. Si par exemple la personne avait sa langue dans la mauvaise position dans la bouche, ou bien qu'il soulevait un orteil tout en pointant un autre orteil vers le bas. On l'a vu, les imposteurs ne reculent devant rien pour faire tourner leur petit manège et soyez sûr qu'ils vont rivaliser d'ingéniosité afin de faire durer au maximum leur vile imposture. Jay Quiroz fait partie de cette catégorie d'arnaqueurs se faisant passer pour ce qu'il n'est pas et récoltant des avantages et un respect qu'il ne méritait certainement pas. Ce dernier proclamait en effet être détenteur d'une ceinture noire en jiu-jitsu brésilien et avait même poussé l'arnaque jusqu'à ouvrir une école afin de transmettre son soi-disant savoir. Et voilà, la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure, influenceur ou pas, faux influenceur ou pas, la question elle est posée. Ces gens-là qui font des vidéos sur internet pour prouver un peu leur pouvoir, pour prouver ils savent faire des choses, mais en réalité, quand on les met plutôt dans le fait accompli, devant le fait accompli, c'était tout un échec, hein, vous savez. Ces gens, des personnes se sont fait corriger. Ils se sont fait corriger, il fallait à découvert. Parce que voilà, ils ont prouvé sur les réseaux sociaux, sur internet, sur leur compte, en faisant des vidéos qu'ils savaient en réalité faire des choses qui étaient plus ou moins anormales, parce qu'ils avaient des pouvoirs, parce qu'ils connaissaient d'une certaine manière autre chose que les gens. Et voilà quoi, maintenant à découvert, mise à nu, ils se sont fait corriger. Ça c'est la leçon. Et ce qui est intriguant, c'est qu'après, ils ont quand même continué. Ils ont insisté, ils ont quand même continué. Voilà, ils vont vous dire, ce jour-là, j'étais malade, il y avait telle raison, tel argument, ils avaient quoi, des arguments, des alibis ou soit des prétextes. Donc c'est pour faire comprendre en réalité, et les téléspectateurs aussi qui le savent, que sur le net, nous sommes dans le web rose, sur le net il y a un peu de tout, il y a les faux influenceurs. C'est pareil pour des gens aussi qui font des vidéos pour vous apprendre des astuces et des choses. Vous allez tester des astuces, après vous aurez quoi, des allergies ou des quoi que ce soit. En fait c'est des gens où je dirais pas que tous, mais en réalité il y a certaines personnes dans cette catégorie qui ne maîtrisent pas en fait le domaine de la chose. Ils font des vidéos et c'est des faux influenceurs. Ils ont pas mal d'abonnés, ils ont des gens qui les suivent, mais en réalité, ils ne maîtrisent pas les choses. C'est à nous maintenant de pouvoir essayer d'une certaine manière et de comprendre que tel, dans ces situations, tel n'est pas véritablement ça, et que ça, voilà, c'est abordable et c'est acceptable d'une certaine manière. Très important de le dire aux très chers téléspectateurs, ce n'est pas tout qu'il faut suivre sur Internet. Sur Internet. Il faut essayer de voir la crédibilité de la chose, il faut essayer de voir la crédibilité des vidéos, des tutos, avant de commencer par s'y lancer. Alors, je me dis, qui aurait des questions par là? Oui, moi j'aimerais savoir comment on peut différencier le vrai du faux. Par exemple, je peux voir une recette de cuisine sur Internet. Comment est-ce que je peux savoir que ce n'est pas la vraie recette? Parce qu'on m'a dit que, par exemple, sur YouTube, quand on met une recette de cuisine, on ne met pas tous les ingrédients. Ou bien, par exemple, il y a certaines filles qui regardent des recettes grand-mère sur Internet, pas forcément pour la cuisine, mais des recettes, par exemple, pour les soins du visage. Et après, ça, par exemple, pour les boutons. Et après, ça augmente même les boutons au lieu de diminuer. Donc, comment est-ce qu'on peut différencier le vrai du faux, selon toi? Ouais, en fait, le simple fait de vouloir essayer déjà, ça permet de pouvoir savoir si ce que cette personne a appris, elle est vraie ou pas. Il faut partir d'abord à l'essai. Il faut prendre le risque. Pour être le cobaye aussi. Il faut prendre le risque. En fait, il faut prendre le risque d'une certaine manière de vouloir essayer d'abord. Et si après vous remarquez que tout ce que la personne vous apprend sur les réseaux sociaux, en fait, vous donne encore beaucoup plus de fil à retordre, il faut comprendre qu'en réalité, cette personne-là n'est pas vraiment dans la gamme, vous savez. Régina, je pense qu'on va essayer sur toi. Pourquoi sur moi? Et puis aujourd'hui, chacun se lève et puis il va publier ce qu'il veut sur les réseaux. C'est vraiment déplorable. Le problème, c'est parce qu'on ne peut pas tout prouver sur les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux, on ne peut pas tout prouver. C'est donc, comme ça, c'est il comme faut aller ça. donc tout comme dans la vie, d'une certaine manière. Voilà, tout comme tout comme dans la santé mentale, la personne ne peut pas prouver qu'elle ne va pas bien, qu'elle est nulle et tout ce qui va avec. De cette même manière, sur les réseaux, on ne peut pas tout prouver. Alors, très chers téléspectateurs, le temps est contre nous. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'y arrêter. Et on se voit demain pour un mercredi rose, encore plus rose que le mardi. Merci à Deglax, merci à Bénédicte. Merci à toi. Merci à Shadia, merci à Réwina. On se retrouve demain et bonne rentrée surtout. Bonne journée également. Bisous. Bisous.